Les élections européennes 2019 approchent à grands pas et l'intérêt du grand public est plus ou moins variable dans les différents États membres de l'Union européenne. Si on peut déjà prédire que le taux d'abstention sera très haut dans plusieurs pays, les motivations pour aller ou ne pas aller voter varient aussi selon les personnes. Pour certains abstentionnistes, les élections européennes ne servent à rien, pour d'autres, l'abstention est un choix par dépit ou de protestation. Et pour d'autres électeurs, qu'ils soient pro ou anti-UE, c'est l'occasion de faire entendre les voix de leur parti. Lors de la campagne électorale et des débats télévisés, on a pu voir les candidats faire beaucoup de propositions plus ou moins liées à l'UE, mais aussi d'autres se limitant à des problématiques vraiment nationales. On a aussi vu passer beaucoup d'idées qui ne sont pas du ressort du Parlement européen ou qui ne sont tout simplement pas réalistes. Faisons l'état des lieux de la campagne. Des enjeux nationaux dans un scrutin supranational. Ça ne vous a pas échappé, l'opposition à Emmanuel Macron se retrouve sans surprise dans les discours des différentes listes candidates aux élections européennes. Ce scrutin est en effet le premier au niveau national depuis les législatives de 2017 et sera donc le premier vrai test électoral pour le président de la République et sa majorité parlementaire depuis leur élection. Ces derniers mois, l'opposition à Macron et à son gouvernement a notamment été incarnée par le mouvement des Gilets jaunes. Gilets jaunes qui ont défilé dans les rues des principales villes du pays tous les samedis depuis le 17 novembre dernier. Sans surprise, l'importance de ce mouvement et son omniprésence médiatique ont suscité des convoitises et des tentatives de récupération politique dans différents partis. On a aussi vu que certains gilets jaunes ont décidé de présenter des candidats. 3 listes gilets jaunes sont candidates pour ces européennes. Du côté des autres listes, notamment des partis bien connus dans le paysage médiatique, ces élections européennes sont surtout l'occasion de faire un référendum anti-Macron. Si le parti présidentiel arrivait en 2e ou en 3e position, ça serait un camouflet pour le président et le gouvernement. Mais qu'on soit clair, ça ne changera pas grand-chose à la politique du gouvernement et de sa majorité. Peu importe que la liste LREM soit 1ère, 2e ou 3e, le 27 mai, la politique de Macron sera la même qu'avant le scrutin. Ce qu'il faut rappeler aux électeurs, c'est que les élections européennes servent à élire les députés européens, c'est-à-dire des gens qui voteront sur des textes européens et non pas sur des lois françaises. De plus, il faut rappeler le rapport de force. La France dispose de 74 sièges sur 751, soit moins de 10% du total. Les décisions prises par le Parlement européen et impacteront la France seront davantage prises par des eurodéputés d'autres pays que par les députés français. Il faut aussi rappeler que les groupes parlementaires regroupent des eurodéputés de plusieurs États membres différents et que les affiliations se font en fonction des affinités politiques. Un eurodéputé, les Républicains, aura probablement plus de facilité à s'entendre avec un collègue issu de la CDU allemande qu'avec un élu issu de la France insoumise par exemple. Certains d'entre vous ont peut-être envie de répondre que les lois européennes sont plus importantes que les lois françaises. C'est en grande partie vrai. D'après le droit européen, auquel doivent se conformer les États membres, il y a un principe de primauté des textes européens sur les textes nationaux. Si un texte législatif européen est adopté, si le droit national d'un État n'est pas en conformité, c'est le droit national qui doit s'adapter au droit européen et non pas l'inverse. Cependant, ce constat n'empêche pas que les têtes de liste françaises ont tendance à dire n'importe quoi aux électeurs. Des promesses irréalistes basées sur la méconnaissance du fonctionnement de l'Union. Le 4 avril dernier, France 2 a organisé un débat entre 12 têtes de liste. Lors de ce débat, on a pu entendre de nombreuses propositions irréalistes. C'était aussi le cas lors des autres débats, mais aussi dans les vidéos de campagne et dans les programmes. De très nombreuses listes, comme celle de La République En Marche, des Républicains, des Verts ou des Insoumis, proposent de changer l'Europe. On a l'impression d'entendre un disque rayé. En 2019, le PS, la France Insoumise, les Verts et d'autres listes proposent par exemple l'Europe sociale. C'est ce que proposait déjà Mitterrand et le PS en 1979 lors des premières élections européennes. Beaucoup de listes proposent de changer l'Europe ou de changer la politique européenne, mais parmi elles, beaucoup proposent aussi de changer ou de renégocier les traités européens. Toute proposition de ce type devrait vous alerter si vous savez un peu comment fonctionne l'UE. En théorie, une révision des traités peut être proposée par le gouvernement d'un État membre, la Commission européenne ou le Parlement européen. Le projet est ensuite présenté au Conseil de l'Union européenne, plus communément appelé Conseil des ministres. Le Conseil de l'UE soumet ensuite les propositions au Conseil européen, composé de chefs d'État ou de gouvernement des États membres, et ensuite ce sont les parlements qui sont informés de la procédure. Si le Conseil européen dit non à la proposition, tout s'arrête net. Si le Conseil européen adopte une décision favorable, une convention est alors réunie. Cette convention est composée de représentants des parlements nationaux et du Parlement européen, des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de la Commission. La convention examine le projet de révision et adopte des propositions. Après cela, le président du Conseil européen convoque une conférence des représentants des gouvernements. Une fois que les participants ont trouvé un accord sur les modifications à apporter au traité, ils font une proposition aux États membres. Les modifications entrent en vigueur après ratification par l'ensemble des pays membres de l'UE. Voilà pour la procédure ordinaire. Certains me diront peut-être qu'il existe une procédure de révision simplifiée. C'est vrai. Mais est-elle si simple que ça à mettre en vigueur ? Voyons voir.
Cette procédure concerne uniquement les politiques et actions internes de l'UE, donc l'agriculture, la pêche, le marché intérieur, les frontières extérieures, la politique économique et monétaire, etc. Bon, certes, ça concerne plusieurs domaines du quotidien et des problématiques importantes pour les citoyens, mais il est compliqué pour les eurodéputés d'avoir la main dessus. Lorsqu'une procédure de révision simplifiée est lancée, le Conseil européen doit se prononcer à l'unanimité. Le refus d'un seul pays, que ce soit l'Allemagne, pays le plus peuplé de l'Union européenne, le Luxembourg ou même un tout petit pays comme Malte peuvent suffire à faire obstruction. Après cela, comme pour la procédure ordinaire, la révision des traités doit être ratifiée par tous les États membres. On parle de procédure simplifiée car elle évite de devoir convoquer une convention européenne et une conférence intergouvernementale. L'examen des procédures de révision nous montre donc que changer les traités n'est pas aussi simple que le prétendent les candidats. Il est plus facile de changer une loi française ou même la Constitution que de changer une seule ligne dans un traité européen. L'aboutissement de la procédure dépend bien plus du Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement, que des eurodéputés. Et surtout, il faut bien prendre en compte le fait que si une proposition va clairement contre les intérêts nationaux d'un État, celui-ci risque de se prononcer contre. Les candidats qui proposent de changer les traités font donc des propositions qui sont pour la plupart irréalistes. Quand ces candidats font comme s'il était facile de changer les traités et vous promettent de changer telle ou telle chose, ils vous prennent pour des cons. Et quand ils ne vous prennent pas pour des cons, c'est soit qu'ils sont assez naïfs pour croire que leurs idées peuvent être acceptées par tous les autres États membres, ou alors qu'ils ne savent même pas comment fonctionne la procédure de révision des traités. Dans un cas, les candidats prennent les gens pour des cons, dans les autres, c'est soit de l'incompétence, soit de l'ignorance de leur part. De façon générale, ces propositions irréalistes sont basées sur la méconnaissance ou l'ignorance du fonctionnement des institutions européennes. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Quelques exemples de propositions irréalistes. L'écologie et la transition énergétique. Les candidats brassent du vent. Selon plusieurs listes candidates, les mesures liées à l'écologie et à la transition énergétique doivent se faire en priorité au niveau européen pour être plus efficaces. Plusieurs partis proposent des mesures coûteuses dans ce sens. Benoît Hamon et Génération proposent d'investir 500 milliards par an pour créer un nouveau modèle de développement respectueux de l'environnement. Le parti Europe Écologie Les Verts propose un Green New Deal de 600 milliards d'euros sur 2 ans. La liste Renaissance, menée par La République En Marche, veut au minimum 1000 milliards d'euros pour la transition énergétique. Sauf que ces propositions ne tiennent pas compte de la réalité. Le budget de l'UE pour 2019 est de 165,8 milliards d'euros pour ce qui est des crédits d'engagement, mais seulement de 148,2 milliards d'euros pour ce qui est des crédits de paiement, c'est-à-dire ce que l'UE s'attend vraiment à payer au cours de l'année. Les chiffres proposés par Génération, EELV et La République En Marche sont donc largement supérieurs au budget européen annuel. Pour que l'UE puisse dépenser entre 500 et 1000 milliards d'euros dans la transition énergétique, il faudrait donc augmenter considérablement ce budget, ce qui augmenterait considérablement la contribution des États membres, ce qui est irréaliste. À titre d'exemple, la contribution de la France devrait s'élever à 23,2 milliards d'euros cette année. Pour rappel, la France est un contributeur net de l'UE, c'est-à-dire qu'elle donne plus qu'elle ne reçoit. Seuls quelques États membres sont dans cette situation. S'il fallait augmenter fortement le budget européen, l'effort reposerait en grande partie sur ces pays. Mais il faut aussi rappeler que quelques centaines de milliards, ça reste énorme pour les États aussi. Pour ce qui est de la France, le budget de l'État prévoit 390,8 milliards de dépenses nettes en 2019 pour des recettes nettes de 291,4 milliards d'euros. Les partis Génération EELV et LREM proposent donc de dépenser dans la transition énergétique des sommes qui sont supérieures au budget de l'État et supérieures au budget de l'Union. À moins de faire exploser la dette ou de demander à la Banque Centrale Européenne de faire tourner la planche à billets à plein régime, il est donc impossible de financer de telles propositions. À défaut de brasser de la thune, certains candidats brassent du vent. Des mesures sociétales polémiques. Comme à chaque élection, on voit des candidats qui laissent beaucoup de place aux thèmes sociétaux dans leur programme et ce au détriment de l'économie et de l'emploi. Les candidats comme ça, on les trouve notamment à gauche. Lors du débat à 12 du 4 avril sur France 2, Benoît Hamon du parti Génération a proposé d'inscrire le droit à l'IVG dans les traités européens. Comme on l'a vu précédemment, modifier les traités est très compliqué. Même avec la procédure de révision simplifiée, il faut l'unanimité des États membres au Conseil européen. Or, tous les États ne veulent pas que l'avortement soit aussi accessible que dans un pays comme la France. La Pologne, par exemple, est très conservatrice sur le sujet. L'avortement n'est autorisé que dans certains cas, grossesse suite à un viol, ou risque pour la mère, etc. Idem pour Chypre. Pour ce qui est de Malte, l'IVG est purement et simplement interdit. En pratique, ces pays sont donc tout à fait en capacité d'exercer leur veto sur une proposition comme celle de Hamon. Mais ils n'auront probablement pas à le faire. Vu la faiblesse de son parti, Hamon ne peut espérer que quelques sièges au mieux. Et de toute façon, les autres partis ont d'autres priorités européennes, comme la gestion de l'immigration, la question de l'avenir de l'euro ou le marché intérieur. Des mesures sociales et fiscales européennes. Les listes de gauche et d'extrême gauche proposent plusieurs mesures d'harmonisation sociale au niveau européen. Cependant, leur mise en œuvre serait très difficile. On voit par exemple beaucoup parler de SMIC européen alors qu'il y a des différences de salaire très importantes d'un pays à l'autre, notamment entre l'Est et l'Ouest.
Augmenter fortement les salaires des pays de l'Est de l'Union les rendrait beaucoup moins compétitifs. Or, c'est justement le fait d'avoir une main-d'œuvre beaucoup moins coûteuse qui leur a permis d'attirer des emplois, parfois dans le cadre de délocalisation intra-européenne. Qui peut croire que des pays comme la Pologne, la Tchéquie ou la Roumanie accepteraient d'augmenter fortement leur SMIC d'un coup si cela les conduit à moins d'investissements étrangers, davantage de chômage et un coût de la vie plus élevé? Et qui peut croire que les pays qui penchent politiquement plus à droite qu'à gauche seraient d'accord pour augmenter leurs dépenses sociales pour faire comme la France ou la Belgique? Qui peut croire que des petits pays comme le Luxembourg, Malte et l'Irlande vont accepter une harmonisation fiscale vers le haut alors que leur fiscalité avantageuse leur a permis d'attirer de nombreuses activités financières et de nombreux sièges sociaux? Soyez réalistes, les autres pays européens n'ont pas envie de se tirer une balle dans le pied. Attention, je ne dis pas qu'il est impossible de faire des changements en termes de fiscalité et de salaire en Europe. Je dis qu'il faut être réaliste. La fiscalité est avant tout du ressort des États, tout comme la fixation du salaire minimum. Et ça, il faut le prendre en compte. Des propositions spécifiques à la France. Pour les européennes, beaucoup de listes proposent des mesures irréalistes ou inapplicables au niveau européen, mais plusieurs listes semblent carrément se tromper de scrutin. Dans beaucoup de programmes, on peut voir des propositions très spécifiques à la France. Plusieurs listes font campagne davantage sur l'opposition à la politique d'Emmanuel Macron qu'à la politique de la Commission européenne. Dans ces tracts de campagne, la liste de la France insoumise critique la suppression de l'ISF et la hausse de la CSG et parle de mettre un coup d'arrêt à la politique du président. La liste des Patriotes et d'autres listes évoquent aussi la fiscalité française alors qu'il s'agit d'un scrutin européen. Sur la défense aussi, on voit des avis très tranchés. Quand les listes européistes défendent l'idée d'une armée européenne, d'autres listes, comme l'UPR, la France insoumise, les Patriotes et la dissidence française, proposent que la France sorte de l'OTAN. Pour ce qui est de l'immigration, c'est un sujet qui revient dans beaucoup de programmes aussi. Certains candidats proposent de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'UE et de réduire les quotas de migrants, tandis que d'autres proposent une facilitation de l'immigration. Cependant, sur certaines listes anti-immigration, on voit parler de sujets comme la suppression du droit du sol en France ou l'expulsion des clandestins et délinquants étrangers. Ce ne sont pas des compétences de l'UE, mais des compétences nationales avant tout. Si on veut modifier le droit du sol en France ou expulser des délinquants et criminels étrangers, on peut déjà le faire. L'immigration est certes un sujet important au niveau européen, mais il ne faut pas oublier qu'une bonne partie se joue au niveau national. Bref, faut-il aller voter aux élections européennes ? Quand on regarde les professions de foi de la plupart des listes, ça ressemble plutôt à des professions de mauvaise foi. Trop de listes proposent des mesures qui n'ont rien à voir avec les élections européennes ou des mesures irréalistes et inapplicables au niveau de l'UE. Il faut rappeler que beaucoup de compétences relèvent encore des États ou d'institutions européennes comme la Commission, le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen plutôt que du Parlement européen. Dans les faits, le Parlement européen n'a que peu de pouvoir. En effet, contrairement au Parlement français ou au Parlement allemand, le Parlement européen ne dispose pas d'initiative législative, il ne peut pas proposer de loi comme peuvent le faire les membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat en France ou les membres du Bundestag et du Bundesrat en Allemagne. C'est surtout la Commission européenne qui fait l'élaboration des textes juridiques. Cependant, comme les actes juridiques européens priment sur le droit national, le rôle des eurodéputés reste important. Ils votent sur les textes présentés par la Commission et peuvent proposer des amendements. C'est aussi le Parlement qui doit valider le candidat proposé par le Conseil européen pour le poste de président de la Commission. Le Conseil doit prendre en compte les résultats des élections européennes malgré tout. Si le Parti populaire européen, c'est-à-dire la droite européenne, arrive en tête, le candidat proposé ne sera a priori pas le même que si c'est le Parti socialiste européen ou les conservateurs réformistes qui font le plus gros score. Bref, faut-il aller voter aux européennes même si le Parlement a peu de pouvoir ? Je dirais que oui, tout simplement parce que les textes sur lesquels les eurodéputés se prononcent sont souvent plus importants que ceux votés par les parlements nationaux. Cependant, avant le scrutin, il faut avoir une vision critique vis-à-vis des programmes, il faut bien tenir compte des réalités institutionnelles et des rapports de force.